Bonjour à tous les passionnés d'automobile, vous l'avez compris, je suis très heureux de vous accueillir ici en collaboration avec The Automobilist pour cette 14e édition des Classic Days. Un immense bravo à l'organisation M3 qui a réussi à maintenir cette manifestation très importante dans le cœur des passionnés. T'as le temps, t'as 2 minutes? Salut. Au programme de cette 14e édition des Classic Days, les 60 ans de Manicourt et non pas d'Igor. Non, a priori, non, t'es pas beaucoup encore, plus jeune, Ouais, bien absolument, sûr, bien sûr. Les presque 60 ans de l'école, enfin de Tico Martini, la présence de Tico Martini à l'école Winfield ici sur Manicourt. Les 30 ans du premier Grand Prix de F1 en 1991, très important, très important. Et puis surtout les 130 ans d'une marque qu'on connaît un petit peu moins aujourd'hui, bien sûr, parce que c'est la première marque constructeur automobile au monde, française, par Levasseur. Super. Bah, t'as tout dit alors? J'ai tout dit. Bon, merci Igor. Vas-y. Igor, bonjour. Merci de nous accorder ces quelques moments. Eh ben, je suis ravi. Au Classic Days. On est juste vendredi. Tu viens tout juste d'arriver. C'est ça. Et tu m'autorises à nous accorder quelques minutes. Ça va. Voilà. Bon, pas de soucis. Voilà. Quand on retrouve les amis, on est toujours content d'être là. Merci. Alors j'imagine qu'après cette année tout à fait difficile sur le plan sanitaire, tu dois être extrêmement ravi de récupérer ton micro pour nous faire partager toute cette passion, je pense. Bah oui, effectivement, et c'est surtout, mon micro c'est une chose, mais c'est surtout pour les organisateurs, et notamment les organisateurs comme ici au Classic Days, M3 qui fait un boulot incroyable, qui avait réussi à organiser malgré tout en 2020 sa manifestation. Ça avait été très compliqué, et il y a eu beaucoup d'abnégation en fait de toute l'équipe pour le faire. Et c'est vrai que de fait de pouvoir le refaire dans de bonnes conditions maintenant, alors ok, il y a un pass sanitaire, etc., mais c'est vraiment un tout petit prix à payer, je dirais, pour pouvoir faire une très belle fête. Et donc, ce qui est fondamental, en fait, c'est que les organisateurs puissent de nouveau travailler. J'étais au Grand Prix de France historique il y a 15 jours, ouais. et sincèrement, ça fait plaisir. Il y a telles incertitudes. Il y a quand même, faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent énormément pour toutes ces manifestations. Et il faut leur rendre un grand hommage parce que c'est encore plus, alors c'est déjà pas facile, mais c'est encore plus dur dans ces conditions-là. Et donc voilà, je veux surtout pas tirer la couverture, mais juste dire un grand bravo à tous les organisateurs et quels qu'ils soient d'ailleurs. Les vieilles bagnoles ne sont pas, je dirais, bannies, terminées, parce qu'elles ont plutôt la vie difficile en ce moment. Tu as déjà un petit peu répondu à ma question. Il est vrai que les Classic Days permettent d'entretenir tout ce patrimoine et grâce à des animateurs comme toi, de nous faire partager et communiquer cette passion absolument magnifique. Ben oui, le principe de base, c'est que ces voitures-là, leur intérêt, c'est qu'elles sont obsolètes. Et en fait, cette obsolescence, il n'est pas programmé parce que ce sont des voitures qui ont duré dans le temps et qui ont, enfin moi, celles qui m'intéressent, elles ont plus de 80 ans généralement. Et ce sont des voitures qui sont parfaitement entretenues, qui sont parfaitement fiables, enfin presque, mais surtout, qui roulent très peu. Et tout le procès qu'on voudrait éventuellement leur faire sur le fait qu'elles soient polluantes, sur le fait qu'elles soient etc., a pas trop de sens, puisque si on regarde le nombre de kilomètres qu'elles font par an, et ben en fait leur incidence sur la pollution est même infinitésimale, c'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à la chiffrer en plus, donc ça n'a pas de sens. Il faut continuer à préserver ce patrimoine roulant. Il fait partie, c'est comme tous les patrimoines, que ce soit les chapelles, que ce soit les églises, que ce soit les vieilles pierres quelles qu'elles soient et les vieux meubles, c'est notre patrimoine. Et si on ne sait pas s'appuyer sur ce patrimoine, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire et surtout qu'est-ce qu'on va montrer à nos enfants? Alors, vive les Classic Days. On peut dire ça. Magnifique. Évidemment, vive les Classic Days, surtout que ce week-end va être absolument incroyable. Je crois que tu as prévu de faire des directs et de faire un certain nombre de vidéos durant tout ce week-end. Sur Facebook. Sincèrement, vu le programme, vu les voitures qui sont présentes et vu les gens qui sont là, parce qu'il ne faut pas oublier les gens, hein, les ferrailles c'est une chose, mais les gens c'est aussi et surtout important. Ça va être un très grand week-end et donc tous ceux qui ont pris leur billet pour venir jouer avec nous pendant ces 2 jours, je pense qu'ils ont vraiment bien fait. Merci Igor, bon week-end. Merci à toi. À bientôt, merci. Et on va faire honneur donc au hold des anciennes dans ce chapiteau. Et on va faire un petit tour dans ces voitures, comme l'an dernier d'ailleurs. On va commencer par cette Alfa. Vous le voyez, c'est une Alfa de 51, réplique, qui pose 159. On va continuer ce petit tour d'horizon. Ici, comme vous le voyez, attention, vous avez donc une rilée.
Maximilian de 1933, type MPH, qui était aussi, je crois, l'an dernier présente. Le Bugatti, bien sûr, avec sa magnifique calandre. Et là, nous sommes sur un modèle 1926, type 35, juste à côté. Avec ce magnifique pot d'échappement. Comme vous voyez, une belle MG qui se prépare, qui elle date de 1934. De l'autre côté, vous avez ici une MG. Voilà, elles sont pratiquement toutes comme l'an dernier présentes, on peut dire. Magnifique couleur rouge, une belle robe, magnifique. Regardez un petit peu cette belle finesse. Cette belle finesse ici au niveau des supports de garde-boue, on peut dire. Et il est magnifique. Il est magnifique. Ah, voilà. Vous l'avez entendu? Je reviens vers cette MG. Remarquez les 4 bougies de rechange ici. Le pilote inspecte absolument tout. Vous avez ici les deux réservoirs. Voilà, on peut s'entendre davantage. En préparatif, ah oui, c'est important de bien laisser sa chaussure parce que elle est vraiment particulière votre voiture avec l'arrière en forme d'obus. C'est ça, tout à fait. Hein, ouais. et c'est vraiment sa forme d'origine. Oui, c'est sa forme d'origine. Ça veut dire que ça a été dessiné et puis j'ai reconstruit tout ça. Ah, vous avez reconstruit, mais vraiment dans les règles de l'art avec l'original. On est bien d'accord. Pour respecter les dimensions, tout le poids, D'accord. la taille. Alors au niveau du moteur, qu'est-ce qu'on a comme moteur? Donc c'est un 4 cylindres. C'est un 4 cylindres Ouais. latéral de chez Ford. Vous voyez? Ah, tout à fait, d'accord. Ouais, ouais. Voilà. Donc là, il y a quelques petites améliorations intérieures, voilà, un petit peu aussi au niveau de la tête des dépôts pour les puristes. J'ai modifié un petit peu de carburateur aussi, donc voilà. Ouais, ouais. D'accord. Mais bon, voilà, ça marche. Quelle cylindrée, quelle puissance? De litre 8. 2 litres 8, Ouais, 19 chevaux. Ouais. Vitesse approximative. Voilà, 100 km/h. Ah, quand même. Sur circuit. Oui, bien sûr, c'est évident, bien d'accord. Et côté freinage, c'est comme toutes les voitures anciennes, hein. Ouais, c'est moyen. Je pense, hein. Ouais, c'est moyen. Parce qu'on n'a que les tambours, Voilà, forcément. c'est ça. Donc, il faut vraiment anticiper quand on arrive, Tout à fait. je sais pas, au virage Adélaïde, là. C'est ça. Parce que j'imagine, il y a une pente quand même à Adélaïde, donc vous n'êtes pas à 100 km/h. Non. 85 à peu Ouais, près. mais bon, le briefing, il a bien géré, il nous a dit de faire attention et de respecter chacun. Ouais, bien sûr. Les amis, c'était pas comme ça. D'accord. Donc là, c'est bien. Bien, merci. Y a pas de Bon souci. week-end à vous. C'était du plaisir. Profitez bien, merci. Allez, au revoir. Au revoir. On est devant une Berlier. Et la particularité, je passe à côté des gens, c'est le moteur. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Vous êtes propriétaire, non? Non, monsieur? Ah, d'accord, très bien. Bien, vous voyez ici que du côté du moteur, on a 8 cylindres en ligne, mais avec 2 blocs moteurs et culasse séparés. Donc, il y a ici la particularité. Bon, ici, vous voyez, regardez un petit peu la taille, la différence de taille entre à gauche une Bugatti et à droite une énorme Bentley qui doit faire, bon, je sais pas, mais largement 5 mètres.
Regardez ces magnifiques voitures, absolument sublimes. La Bugatti qui arrive. Ici la magnifique Ford. Voyez, on va quand même rester ici. Regardez comme c'est sympathique. Absolument sublime. Ah, les classiques Days, c'est absolument magnifique. Regardez-moi ça. Absolument rutilante. Bonjour. Magnifique soleil, vous allez vous régaler. Cette ligne de voiture, elle est absolument sublime. Toutes les voitures, c'est magnifique. Bravo. Là, on a vraiment affaire à des passionnés de voitures. C'est vraiment le patrimoine automobile qu'il faut défendre, soutenir. Avec la situation actuelle extrêmement autophobe, et bien là, on s'aperçoit que tout est parti de là. Alors, tout ce qui arrive aujourd'hui, ce sont des améliorations. Pardon. Très belle moustache, hein. Attention, ne roulez pas trop vite, hein. Quand même, faites attention. Alors, pour votre information, c'est une moto qui roule à plus de 150 km/h. 150 km/h. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ça décoiffe, hein. Bon roulage, merci. Alors ici, elle est de 1908, donc elle a plus d'un siècle. Ah ouais. Avec une voiture de plus d'un siècle, on roule à 150 km/h. Chapeau. 150 km/h pour une voiture de 1908, c'est quand même magnifique. Donc là, c'est la 40 chevaux. Regardez un petit peu les détails. Le petit marchepied. La boîte à outils. La chaîne de transmission, comme sur une moto. C'est bientôt le départ. Départ de la Ford. Vous voyez ici, les gens commencent à se désaltérer parce qu'il fait chaud, hein. On peut dire ici qu'on a une belle température. Bonjour BRM. Bonjour. Merci de m'avoir aidé tout à l'heure. C'est un plaisir. J'ai un peu canalisé les gens qui passaient devant les caméras. C'est la moindre des choses. Alors la moindre des choses, je reviens vers vous pour, ma foi, parler de BRM Chronographe. Ouais, alors BRM c'est la dernière manufacture française de montres à l'heure actuelle. C'est le dernier endroit où on va pouvoir usiner, conceptualiser, assembler les montres de A à Z. Donc là, effectivement, on est sur un modèle très sympathique, qui est un modèle V12, qui est un modèle qui est ajouré, donc c'est-à-dire on a essayé d'enlever le maximum de matière donc sur ce modèle-là. Donc c'est valable également à l'arrière. Ah oui, tout à fait transparent. Ouais. Voilà, tout à fait. On voit absolument tout le mécanisme. Donc vous avez un verre saphir à l'avant et à l'arrière, ce qui permet de voir l'intégralité du mécanisme. D'accord. Et donc sur celle-ci, il y a un petit peu de travail, effectivement. On a essayé d'enlever, voilà, comme je vous disais, le plus de matière possible pour lui donner quand même une certaine légèreté. Parce que chez nous, les montres sont quand même un petit peu imposantes. Hein. On a un ADN qui est lié étroitement, si je puis dire, avec le sport auto. Très bien, mais écoutez, merci de m'avoir accueilli.
on fête cette année les 130 ans de Panhard-Levasseur, qui est donc le premier constructeur automobile au monde, qui a démarré donc en 1891, et c'est une marque française. Bonjour Guy. Bonjour. Voulez-vous vous présenter? Oui, alors donc je suis Guy Maguin, je suis le vice-président de la Fédération des clubs Panhard et Levasseur. Très bien. Et donc aujourd'hui responsable bien sûr du stand. D'accord. Alors, Panhard-Levasseur, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le premier constructeur automobile au monde. Oui. Démarrage en 1891. En 91 Alors, avec la première série de voitures, donc une trentaine de voitures qui étaient fabriquées et sur commande, donc pour des personnes, je dirais, classiques qui voulaient à l'époque commencer à pouvoir rouler en voiture. D'accord. Hein, et donc là on a, Voilà, ici on a l'exemplaire de la deuxième série. Et celle-ci, elle a la particularité d'avoir appartenu donc à Hippolyte Panhard, qui était le fils de René Panhard, Ouais, qui très bien. C'est bon, voilà. qui était donc le fils de René Panhard, qui est le créateur de la marque automobile. D'accord. Et la marque donc a été créée par René Panhard et Émile Levasseur, donc qui étaient deux centraliens et qui connaissaient donc aussi Gottlieb Daimler, qui est la personne qui a mis au point le petit bicylindre qu'on a sur cette voiture. Donc un petit moteur avec un bicylindre légèrement en V. Donc là on en voit, je dirais, aujourd'hui cet exemplaire. Il faut savoir que cette voiture tourne toujours, peut toujours rouler. Elle fonctionne toujours. Elle fonctionne toujours. Cette voiture donc a fait le Long Marathon il y a quelques années. Aujourd'hui donc Robert Panhard, le petit-fils, donc a plaisir de rouler avec la voiture de son grand-père. Malheureusement aujourd'hui on ne pourra pas le rencontrer parce qu'il était présent hier sur le stand, mais pas C'est dommage. aujourd'hui. Bien sûr, d'accord. Alors il faut savoir que pour nous collectionneurs, on a cette particularité, c'est de pouvoir aujourd'hui continuer à côtoyer la famille Panhard, Ouais. hein, ce qui pour nous est quand même un gros avantage d'avoir l'histoire de la marque, mais en même temps aussi la famille qui peut nous épauler. Et c'était aussi d'ailleurs très important de créer la fédération pour que les clubs puissent se retrouver ensemble autour à la fois de leur marque fétiche et de l'histoire de la famille Panhard et des créateurs de cette marque. Il faut donc faire donc chauffer donc les queues de bougies qui sont ici. Ouais. Et une fois qu'elles sont vraiment incandescentes, donc après on a donc une vapeur d'essence, puisque à l'époque on ne brûlait pas directement l'essence, on brûlait les vapeurs d'essence parce que l'essence n'était pas assez raffinée. Donc une fois que ça c'est bien chaud, on lance la manivelle, Ouais. et après il faut faire chauffer vraiment le moteur. D'accord. D'ailleurs j'en profite pour dire que le terme de chauffeur... Exactement, je vient connais, de mais ça. dites-le, voilà. Voilà, c'est-à-dire qu'à l'époque, comme la personne qui préparait la voiture pour les gens qui allaient se promener, puisque ces voitures étaient quand même plutôt orientées vers des gens relativement bien aisés, Ouais. ils avaient leur chauffeur Ouais. qui mettait en chauffe la On voiture. chauffe le véhicule. Et voilà d'où est né le fameux Le terme. chauffeur. Voilà. Alors que maintenant, chauffeur, c'est plutôt un chauffeur de président. Voilà, de président ou autre. Voilà. Il n'y a plus rien à démarrer si dès que de mettre une clé de contact dans une voiture quasi électronique. Exactement. Mais là, on a un véhicule absolument extraordinaire. Voilà, donc là c'est Alors, ce qu'on appelle, nous, la voiture des records. Je Oui. vais tourner, excusez-moi, voilà. La voiture des records, donc, qui est équipée d'un moteur donc, en 8 cylindres en ligne, en 100 soupapes, donc qui fait 6 litres de cylindrée. Alors le principe des moteurs donc sans soupape, c'est d'avoir autour du piston on a des chemises avec des lumières donc, Ouais. qui tournent, hein, donc, mais qui ne font pas un tour complet, hein, qui font que des mouvements je dirais, cycliques, Alternatifs, et d'accord. qui font l'admission et l'échappement. D'accord. Dans ces chemises, on a des petites lumières qui permettent soit d'amener, soit de faire l'échappement. Ce qui permet d'avoir une fiabilité moteur remarquable. Voilà, et donc ces chemises étaient ce qu'on appelle nous régulées, qui permettaient de faire un usinage très très fin de ça, et en même temps qui permettait aussi d'avoir une matière grasse autour des chemises pour éviter qu'elles se grippent. D'accord. Et ce moteur a la particularité de devoir consommer de l'huile. Ah, beaucoup. Non, 1 litre au 100. Bon, ça va. Il faut qu'il fume. Il faut surtout qu'il fume, et s'il ne fume pas, il faut surtout s'arrêter. Ah sinon le oui, réglage est pas donc bon. aujourd'hui, un moteur qui fume, c'est pas bon signe, mais à l'époque, Là, à l'époque, c'était l'inverse. l'inverse. S'il fumait un peu, une belle petite fumée blanche, c'est impeccable. C'est qu'il fonctionne très bien. Alors, vous parlez du moteur, mais est-ce qu'on peut le voir? On va pas le faire fonctionner parce Non. qu'on n'a pas le droit de la faire démarrer, tout Non. simplement. Bah non, vu que c'est quand même une voiture historique, Tout à fait historique. c'est le modèle, on dirait, unique qui reste aujourd'hui. Modèle unique, absolument unique. Hein. Donc, vous voyez ici, Qui est d'ailleurs pour les amateurs visible au musée de Mulhouse. au musée Schwum de Mulhouse. De Mulhouse, oui, tout à Je fait. vais personnellement m'y rendre cet été, je pense. Voilà. Donc, Voilà. Donc, voilà regardez un petit la peu mécanique. cette. Donc on voit cette bien œuvre sûr d'art. le système des deux carburateurs. Ouais. Et
Donc on a l'admission d'essence qui est ici avec un petit réservoir. Le réservoir principal étant derrière. Derrière, ouais. Qui fait à peu près 100 litres, comme vous me disiez tout à l'heure. Voilà, à peu près 100 litres. D'accord, donc on voit bien les 8 bougies ici. Hein. Bougies, voilà, tout à fait. Donc avec l'admission qui est Voilà. au-dessus. Et une puissance de... On est à un peu plus de 200, de mémoire on doit être à 200, un peu plus de 230 chevaux. Ce qui est énorme pour l'époque, absolument énorme. Oui. Alors, bien sûr, j'espère que le système de freinage va de pair. Alors, pas trop. Si. Les freins à disque n'existaient pas à l'époque. Du tout. Alors là, on travaille justement sur un système de freins tambour qui font quasiment les 360 degrés de la roue, puisque l'avantage, c'est qu'on a un système de commande par barre. Ouais. Et donc, lorsque l'on freine, en réalité, on vient serrer la mâchoire sur quasiment les 360. Donc, du coup, on a quand même un freinage qui est très, très performant. Sur la 160 qu'on ira voir tout à l'heure, on est capable, lorsqu'on roule à 90-100, de bloquer les roues. Ah, quand même. Oui. D'accord. Bon. D'accord. Bah, l'ABS n'existait pas à l'époque, bien sûr. L'ABS n'existait pas à l'époque, mais ça permettait d'avoir vraiment quelque chose de très très fiable en termes de freinage. Alors, rappelez-nous le record qu'a battu, ou les records qu'a battu cette voiture. Alors cette voiture, elle a à la fois battu aussi à la fois un record de longueur, puisqu'elle a parcouru 200 000 milles, si je ne dis pas de bêtises, et c'est la première qui a réussi à dépasser les 200 km/h Voilà. en ligne droite. Je rappelle que nous sommes en 1934. Voilà. Attention. C'est quand même pas anodin de le dire et de le préciser Voilà. pour cette Et époque. ce que je dis aussi souvent, il fallait être relativement inconscient. Tout à fait, en tant que pilote. En tant que Absolument. Comme tous les pilotes de ces époques. Hein. Voilà. Ils étaient, gentiment, je dis, un peu fêlés quelque part. Hein. Alors, le principe, je dirais, global de la voiture, c'est effectivement d'avoir, d'ailleurs, son ancêtre s'appelait la lame de rasoir. C'est vraiment d'avoir quelque chose, une espèce de fuseau comme un couteau qui prendrait l'ordre. Alors, c'est une voiture qui fait quelle longueur à peu près? On est dans les 5,50 m, 6 mètres? Plus 6 mètres? Quasiment 6 mètres. 6 mètres, ah ouais, c'est énorme. La particularité ici, c'est qu'on voit au niveau du galbe de la voiture une petite incurvation, ou cuvette, qui permet simplement de plaquer l'arrière. Ils ont voulu faire le principe aéronautique de l'aile, mais inversé. Voilà. Parce que là, il faut plaquer au sol et non pas faire l'inverse. Voilà. L'avion, lui, c'est dans l'autre sens pour faire décoller. Cette voiture a non seulement un grand empattement, ce qui lui permet d'avoir un bon équilibre, mais tout le poids étant devant, il fallait aussi que l'arrière puisse se maintenir collé au sol. Voilà. Et là, donc on a le début de l'aérodynamisme. Exactement, et toujours en 1934, on est bien d'accord. Et on est toujours effectivement en 1934. Alors ici, on a un manomètre, enfin plutôt un indicateur de quantité de carburant, tout simplement. Tout à fait. Et donc on a le réservoir qui est ici. Qui est juste derrière. Par contre, la carrosserie est en aluminium ou pas? Non, ça c'est carrosserie acier. La partie aluminium est arrivée après-guerre, avec la petite Dyna-X d'ailleurs dont on a un modèle, on verra tout à l'heure, oui. Voilà, juste derrière nous. Après la guerre, cette voiture a été conçue par Panhard avant la Deuxième Guerre mondiale, mais bon, dû le conflit, est sorti qu'après la Deuxième Guerre. C'est le remplissage du réservoir, on est bien d'accord. Voilà. Ah oui, effectivement, là on a un gros diamètre. Hein. Voilà, là on a quoi? On a presque 10 cm de diamètre d'ouverture. Hein. Ouais. C'est énorme. Ah ouais. Et le poids du bouchon. Attendez, je pèse. Voilà, le bouchon, je le pèse, à mon avis, il fait 3 kg. On est dans ces eaux-là. Hein. Donc c'est du très lourd.
Ok, Voilà. Guy, merci de Bah, nous avoir j'espère avoir accueillis. répondu à- Ah, parfaitement, bien sûr. Je vais aller voir votre voisin d'à côté. Très bien, oui. Dans une autre marque aussi. Dans qui notre est, marque, mais qui est aussi quelque chose d'un très bon fleuron. qui est une vieille marque aussi. Hein. Voilà, très, Moins très vieille bon que fleuron. Prahar. Voilà, oui, Faut parce que l'avouer. nous avons la chance d'être la doyenne des marques. La doyenne mondiale, Des je dis marques. bien mondiale, Mondiale des des marques. marques automobiles. Tout à fait. On va changer de marque. Vous voyez ici, on est chez Ravé Automobile, avec bien sûr Porsche et surtout ici. Bon, j'avais prévu de discuter avec une... Ah bah oui, le voilà. Bonjour, voulez-vous vous présenter? Oui, Gilles, donc propriétaire à la fois d'une petite Formule V Ouais. de 63, qui vient des États-Unis d'ailleurs, puisqu'elle a participé à des courses aux États-Unis. Il y avait des courses monotypes avec Ouais. ces petites autos. Et juste à côté, donc la Ouais. fameuse 550. Une petite voiture qui est très courante. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la voiture sur le plan technique? Alors sur le plan technique, bah, c'est un 1500 Porsche. Sur la base, bien sûr, toujours pareil d'un VV Volkswagen. Ouais, bien Donc sûr. amélioré à la sauce Porsche. Sur celle-ci, il n'y a pas le Foreman, comme on pourrait le voir sur celle qui est à côté. Voilà. C'est une vraie Carrera avec un Foreman, ce qui est extrêmement rare. Ouais, ah oui. À la fois dans son jus. Et la voiture est une voiture d'un arrière-grand-père du monsieur propriétaire aujourd'hui, ce qui est exceptionnel. Ah ouais, Voilà. absolument, absolument. Pour revenir à la 550, ici, vous avez donc... On va peut-être passer de l'autre côté, ça oui, ça ce peut sera être plus simple. plus facile, ouais. Voilà, voilà. Pour revenir à cette 550, donc, bien sûr, vous voyez que tout a été refait, repris, etc. Elle est bien sûr entièrement en aluminium, comme il se doit, d'époque. Ça, c'est pas très joli. Vous êtes soucieux d'image. Toujours. Voilà, vous avez vraiment Avec le fameux, le fameux tonneau cover, on appelle Tonneau cover, ça c'est tonneau ça. cover, qui permettait donc à l'époque de gagner quelques kilomètres-heure pour l'aérodynamique. pour l'aérodynamique, bien sûr. Voilà, et qui évitait que le vent s'engouffre dans le cockpit et ressorte et donc freine un petit peu la voiture. Il faut savoir quand même que c'est des petits moteurs, des 1500 cm3. Ouais. Et partant de ce principe, Porsche a toujours été favori pour des petits moteurs, mais des voitures qui marchent extrêmement bien. Et elles étaient face à des gros moteurs, des 3 litres, des 3 litres 5, des 4 litres. C'est l'ADN de Porsche, des voitures qui fonctionnent bien. Voilà, avant et tout. légères. Et légères, et légères, fiables. surtout. Et fiables. Bien sûr, dans la durée. Voilà un petit peu la voiture. Est-ce qu'on peut voir le moteur? Bien sûr, on va regarder ça. Je vais passer de l'autre côté. Alors, aujourd'hui, il existe combien d'exemplaires de Spider? Alors, c'est très difficile à dire parce que tout n'est pas totalement répertorié. Mais On si peut vous poser la question à avez- Marc Joly que vous connaissez. Bien sûr, Marc. Que je connais bien. Depuis une trentaine d'années. Voilà, je sais. Avec Taon d'ailleurs, Oui, son fidèle compagnon. Christian, ouais. Christian Taon. Bonjour à la famille Fatis, on en profite. Absolument, je les embrasse tous bien fort. Et non, aujourd'hui, s'il reste, on va dire, entre 60 et 65 exemplaires, c'est le bout du monde. Ouais, d'accord. C'est le bout du monde, voilà. Et en France, on ne sait pas En trop. France, peut-être 4 ou 5. pas plus, hein. Pas plus. L'histoire d'une main, pas plus. Absolument, tout à fait. Allez, je vais vous ouvrir Ah, le moteur. On y va. Il y a un petit process avec une J'imagine. vis spéciale qui est ici, Ah oui. qui permet de déverrouiller d'abord la partie ici On enlève les sangles en et d'enlever cuir. les sangles qui sont là en sécurité complémentaire. Bien sûr. Parce qu'effectivement, c'est une ouverture antagoniste, donc Tout à fait. voilà. Ah, oh là 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 là, regardez-moi cette merveille. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça sort d'usine, on dirait. Théoriquement, elle devrait être équipée de son moteur Foreman, mais là on a mis donc le bloc culbuté, comme on dit si bien, Ouais. en 1500 toujours, comme certaines d'ailleurs à l'époque qui étaient sorties en 1500 culbutées et non pas directement avec le moteur Foreman, en 53, 54. Voilà. Quel est le poids de la voiture approximatif? Alors il y a la grande légende qui dit Porsche 550. 550 kg, ce qui me paraît logique. Voilà, elle en fait un petit peu plus, elle est plus proche des 580 kg que des 550 kg. Et Mais pour- on n'est pas loin. Et pour quelle puissance réelle? Pour une puissance d'une bonne centaine de chevaux. Alors il y a eu les évolutions après en 56-57, avant que la RSK sorte, où là elle montait jusqu'à 160 chevaux avec les fameux moteurs Foreman. Où là c'était des moteurs très pointus qui montaient très fort dans les tours. Ouais. Et là il y avait vraiment beaucoup de puissance. Mais là les premières, les puissances s'échelonnaient entre 100 et 110 chevaux. D'accord.
Vous ne roulez pas pendant le week-end, vous ne roulez pas. Bien sûr. Hier, j'ai fait les 2 séances. Je vous ai loupé, excusez-moi. Oui, j'ai Bon. fait les 2 séances en Hold One. Hold One, d'accord. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, si la météo me le permet, Oui, bien sûr. oui, j'irai. Mais s'il pleut, averse, j'évite. Bah, c'est pas une voiture faite pour ça. Hein. Bah non, j'ai pas envie de me retrouver dans une baignoire, comme on dit. Puis la salir complètement à l'intérieur, bon, elle est Voilà. vraiment dans un état. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas une poussière, il n'y a pas une trace de salissure. C'est absolument magnifique. Très bien. Voilà. Bah, écoutez, merci de votre accueil. Et moi, merci de votre intérêt justement sur les anciennes voitures, parce qu'en fait, la vie de ces anciennes voitures, c'est grâce à des gens comme vous, c'est grâce à des poussées comme aujourd'hui, ici présents au Classic Days, que l'on peut avoir encore l'amour des belles autos et surtout la durabilité de ces belles autos anciennes. Voilà, et le patrimoine automobile, il faut tout faire pour le conserver. Tout faire pour le conserver. Et le transmettre à nos enfants et aux autres. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu malmené, tout ça, on peut dire. Voilà, c'est pas mal critiqué, comme on dit. Voilà. Mais vous verrez, on est plus dans l'art que dans l'automobile en elle-même. Exactement. Partant de ce principe, quand vous discutez avec la Fédération française des véhicules historiques, on est vraiment à un moment donné dans l'art de l'automobile, plus que dans l'automobile en elle-même. Exactement. Voilà. On est bien d'accord. Encore une fois, merci. Bon week-end à vous. Et peut-être sur la piste tout à l'heure, on verra. Absolument, avec Merci. plaisir. Bon week-end. Au revoir, merci. Bientôt. Également. Merci. C'est une MEP X27 de 1971. Donc elle a été fabriquée déjà au début dans les années 68 avec des moteurs Panhard et après donc ils ont continué les championnats en moteur GS et c'est s'arrêté en 1975. Tico Martini, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder quelques moments de ton emploi du temps de week-end qui est assez chargé, je crois. Oui. Hein, on te fait de grands honneurs aujourd'hui au Classic Days, c'est normal. Alors, tout a commencé en quelle année avec l'histoire de Martini? Ça a commencé au départ en 1963. Je suis arrivé à Magny-Cours pour diriger l'école de pilotage Wingfield qui venait de démarrer la même année sur l'ancien circuit, le tout premier. Le tout premier, qui oui. faisait 2 km. Circuit qui appartenait à Jean Bernigaud, qui était maire de Magny-Cours et propriétaire d'une ferme qui 180 hectares, Ouais. je crois. Et donc, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait un atelier que Jean Bernigaud avait construit spécifiquement pour nous, pour l'école. Et moi, j'habitais dans une caravane juste à côté. Et on était entouré de... Là où il y a la technopole maintenant, il n'y avait que des champs de blé, des prairies pour le chapelé. C'était le désert, quoi. Le créateur de l'école au départ, c'était Bill Knight, Ouais. donc le père, que moi j'avais connu. Je travaillais pour lui d'ailleurs, c'était mon patron, sur l'île de Jersey. Il avait mis en place une piste de karting, c'était tout à fait le début du karting. Et donc moi je m'occupais en partenariat donc avec un autre ami de gérer cette piste et toute la partie mécanique et la partie fonctionnelle normale. Ouais. Et donc il a ouvert l'école, il a décidé d'ouvrir une école de pilotage en France. Il a fait un accord avec l'anglais Jim Russell, qui avait une école de pilotage en Angleterre, Ouais. où un de ses fils, Mike, avait fait l'école lui-même, comme élève. Et donc ils se sont mis d'accord pour ouvrir une école de pilotage en France. Et ils ont cherché un circuit permanent, ils ont trouvé Magny-Cours. Voilà. Et toute l'histoire commence ici. Ça commence comme ça. D'accord. Donc on a vu, l'école a vu passer certains pilotes très très connus, hein, des Alain Prost,
des Johnny Servos-Gavin, François Sever, si je ne me trompe pas aussi, bien sûr, et d'autres encore, je m'excuse pour ceux que j'oublie, bien sûr. Et après, après l'école, extrêmement connue, tu menais en même temps le rôle d'un constructeur, fabricant de châssis. Oui, donc en effet, ça s'est fait un peu par hasard. À l'école de pilotage, on avait des voitures anglaises, des Lotus d'abord, des Lotus 18, ensuite des Merlin. Donc à l'époque, pour l'entretien, c'était un peu compliqué, pièces détachées en Angleterre, c'était un peu compliqué. Ouais. Donc on a décidé, en accord avec Mike Knight, le fils à Bill, qui était venu entre-temps aussi s'occuper de l'école en même temps que moi, on a décidé, j'ai personnellement proposé de fabriquer une voiture type école, et puis en pensant qu'on ferait des essais, et voir comment ça se passait. Mike m'a donné son accord pour continuer. Ouais. Et du coup, j'ai construit une série de 5 ou 6 voitures, non, 6 ou 7 voitures écoles. Ça a commencé comme ça. La même année est sortie la Formule France. Oui. Et donc, des élèves de l'école qui avaient acheté une Formule France, ils m'ont dit, mais Tico, pourquoi tu ne fabriques pas une version Formule France aussi? J'ai dit, pourquoi pas? Et j'ai commencé comme ça. D'accord. Formule France, après Formule 3. Après Formule 3, Formule 2. Formule 2 et le Graal, la Formule 1, quelque part. On a fini avec la F1. Avec la F1, voilà. Avec des pilotes quand même très, très connus. Oui, donc la F1, malheureusement, on n'a pas pu faire toute la saison. On a fait quelques grands prix par manque de moyens. En effet, on n'aurait jamais dû faire de la F1 parce qu'on avait un budget qui était ridicule. Mais on était un peu enthousiaste et innocent. C'est bien, c'est bien. Quand on a la passion. Je ne regrette pas. Voilà, je pense. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que pendant un moment, l'école Winfield s'est dédoublée sur le Castellet. Oui, moi-même, voilà. Au bout de quelques années à Magnicourt, je ne me rappelle pas l'année, mais on a décidé d'ouvrir une école de pilotage Winfield sur le circuit Paul Ricard. Voilà. Et donc les deux fonctionnaient en même temps. Voilà. Et c'est sur le site du Castellet que Alain Prost est passé par l'école. Et non pas à Magnicourt. Et donc Alain Prost a fait l'école là-bas, Didier Pironi aussi. Pironi, oui. Mais ils sont tous les deux sont revenus ensuite tout de suite à Magnicourt, se baser à Magnicourt avec nos voitures, Formule France, Formule Renault. La Formule France qui est devenue Formule Renault. D'accord. Et ensuite Formule 3. D'accord. Alors aujourd'hui, bien sûr, tu vis une retraite, je dirais, paisible, j'imagine. Tu es toujours un petit peu dans l'automobile. Sous quelle forme? Est-ce que tu as encore forcément des contacts, bien entendu, mais est-ce que tu touches un peu quelque chose? Je ne sais pas. Oui, j'avoue que... Moi, il y a environ 15 ans, 16 ans, j'ai vendu mon entreprise à mon ami Guy Ligier. Ah oui, bien sûr. Que depuis, malheureusement, il est décédé. Et lui avait vendu à son tour l'entreprise à Jacques Nicolet, qui est un autre passionné du sport automobile. Et donc, ma maison est à côté de l'ancien atelier Martini, où il y a maintenant l'entreprise de Jacques Nicolet, qui est devenue maintenant entreprise Ligier. Puisque Jacques Nicolet ici à Magnicourt. Voilà. Bien sûr. Parce que quand il a racheté l'entreprise, il a racheté aussi le nom Ligier. Et donc, comme j'habite juste à côté, tous les jours, je vais dire bonjour à tout le monde dans l'atelier. Bien sûr. Je regarde l'évolution de la fabrication des voitures. Bien sûr. Donc, je ne m'ennuie pas. Voilà, je pense. Puis j'ai d'autres passions. J'ai aussi... le vol aussi avec les ILM. On peut dire que hier, pour les besoins d'un autre reportage, tu as pris ton ILM que tu as conçu toi-même, que tu pilotes, et que tu as survolé un petit peu le circuit. Et on a fait des photos aériennes du circuit en pleine activité. Voilà. Donc des images certainement super. Très bien Tico, écoute, merci de nous avoir raconté quelques moments de ta journée de ce dimanche au Classic Days. Un grand plaisir. Et puis on pense à ton fils Eric qui est là-bas au Castellet. Quand il va voir le petit film, il va avoir une petite pensée pour son papa. Voilà, et puis ma foi, une prochaine fois. Merci Tico, merci. Au revoir.
Alors Bruno, c'était 14e édition des Classic Days. Comment ça s'est passé? Plutôt bien. On a même été épargné un peu par la pluie aujourd'hui, puisque Oui. vous avez dit qu'il allait pleuvoir toute la journée et on n'a quasiment pas eu d'eau, à part ce matin. Un petit peu à la parade. Juste le temps de placer la parade Exact. et de nous mouiller efficacement. Mais sinon, on a eu plutôt une journée sympa avec quand même du monde, donc c'était bien. Le bilan global du week-end, c'est on a eu quasiment que des gens heureux. Et c'est ça qui fait vraiment plaisir, c'est qu'aujourd'hui, dans les circonstances actuelles, il est plus facile de ne pas faire que de faire un événement. Ah ouais. Les contraintes sont telles que même pour nous, organisateurs, souvent les gens qui mélangent tout disent oui, vous faites ça pour l'argent, etc. Non, nous, on gagne plus d'argent à ne pas le faire aujourd'hui. Donc on le maintient parce qu'on doit des choses aux gens qui ont envie de partager cette passion, de vivre cette passion. Donc on est là, il y a des milliers de gens qui ont envie. On a fait ça aussi pour eux, aussi pour nous, parce que nous adorons ça, nous adorons ce partage avec tout le monde. Et je crois qu'on ne s'est pas trompé, parce que tous ceux qui étaient là ont largement profité, donc c'est ça qui nous fait plaisir, vraiment. Ouais, j'ai vu aussi que vous aviez pas mal communiqué sur Facebook pour dire que la 14e édition était toujours présente, bien sûr, qu'il ne fallait surtout pas l'oublier. Et c'était très important, parce que beaucoup de gens pensaient qu'effectivement avec ce problème sanitaire, ça risquait etc. Bon, j'ai vu pas mal de commentaires, mais je félicite l'organisation d'avoir vraiment résisté. On a effectivement résisté du début jusqu'à la fin, parce que déjà au deuxième semestre, il y a beaucoup de choses. Ensuite, on n'est pas sûr de ce qui va se passer au deuxième semestre, parce que bien malin est celui qui pourra dire où on en sera au mois de septembre. Exact. Donc tout ce qui est pris, et donc on a bataillé pour faire ça au premier semestre. On savait qu'on aurait des contraintes de jauge, etc., de passe sanitaire, de choses comme ça. On était au début, qu'il faudrait s'habituer à ça, puisque le passe sanitaire, on n'est pas prêt de l'avoir fini. Donc c'est compliqué. C'est effectivement compliqué, mais c'est compliqué pour tout le monde. Et de toute façon, ça ne se discute pas. Les règles, elles sont là. Exactement. Donc, c'est soit on fait pas. D'accord. Et nous, notre choix, ça a été vraiment de faire. Donc la 15e édition est pratiquement déjà préparée, je dirais. La 15e est dans les cartons. Dans les cartons. Starting blocks. Voilà. On a des bonnes idées, des choses très sympas, effectivement, nous sommes nos premiers clients, entre guillemets, dans la mesure où on prend énormément de plaisir à monter l'événement. J'imagine. Et à monter le programme. Nous sommes des vrais gosses tous, et donc on jubile d'avance. Et la date approximative serait quelle date? Fin juin, juillet? Non, on serait plutôt sur début mai. Ah, début mai, beaucoup plus tôt. Un peu comme à l'époque, les Classic Days, effectivement, c'était au mois de mai. Exactement. Voilà. Bon, je pense qu'il y a encore quelques... C'est pas fini. C'est pas fini, alors quelques-uns qui toussent. Il y a encore quelques voitures qui sont là. Félicitations à l'organisation. Et puis, l'année prochaine, tout simplement. Merci beaucoup à vous. Merci et Bruno. À la prochaine à tous. À bientôt. Au revoir.